les journaux vont commencer à reparaître, principalement la Voix du Dahomey, le Phare du Dahomey et l'Étoile du Dahomey. C'est à ces animateurs de la presse que Sourou Méga Apiti, coopté au sein de la Convention Monerville, va s'adresser pour avoir des suggestions quant à l'élaboration de la Constitution française de 1946. Une commission d'études et de suggestions est constituée, présidée par Augustin Assangou. Elle comprend des personnalités bien connues: Adamo Fassassi, Joseph Agressi, Gilbert Paco, Félix Dorego, Émile Dermain-Zessou, qui fait parvenir ses avis à Apiti en France. Cette jonction de la diaspora dahoméenne apparaît à travers la personne de Apiti, avec l'élite restée sur place, va conduire au regroupement de toutes les sociétés de presse. Le regroupement des sociétés de presse va se dénommer Comité central des organisations électorales du Dahomey. Va essaimer à travers le pays, mettant sur pied des comités électoraux pour les élections législatives à venir. Le comité va choisir le révérend Père Francis Opier, qui à son tour va imposer Sourou Méga Apiti. Lors des élections à la première constitution le 21 octobre 1947, le tandem Opier-Apiti est élu. À la seconde constitution, après la mort de Francis Opier, c'est le père Berthaud qui se joint à Apiti et qui seront élus le 12 juin 1946. La constitution de la 4e République, issue de cette assemblée constitutionnelle, crée entre la métropole française et son empire colonial ce qu'on va appeler l'Union française. Les relations des entités vont s'appuyer sur des institutions représentatives à différents niveaux de compétences, une libéralisation plus poussée de la vie publique et sur un engagement financier direct du trésor français dans l'empire colonial. L'empire colonial est divisé en territoires d'outre-mer et en départements d'outre-mer. Chaque colonie devenue territoire est dotée d'un conseil général, soit un premier embryon de parlement ayant pour mission de voter le budget, les impôts, les différents programmes administratifs et de participer à la préparation des règlements intéressant le territoire. À Dakar, siège de l'AOF, Afrique occidentale française, est créé le Grand Conseil animé par les représentants des différents territoires du groupe AOF. En métropole se tient l'Assemblée de l'Union française, instance suprême. Comme exécutif, il a créé le Haut Conseil de l'Union, organe exécutif présidé par le président de la République française et doté de larges pouvoirs. Le comité central des organisations électorales du Dahomey va évoluer quant à lui au vu de ses succès électoraux en parti politique. C'est la naissance de l'Union progressiste dahoméenne. À son congrès constitutif tenu les 5, 6 et 7 avril 1947. L'UPD est le symbole tangible de l'unité politique de l'État dahoméen face aux colonisateurs français. Mais déjà, les premières fissures dans cette unité apparaissent. L'incident du choix du représentant de la région de Port-Nouveau au Conseil général de la colonie va être l'amorce. Cela va conduire à la naissance du premier parti sortant de l'unité, le Bloc populaire africain, avec Émile Poisson et Justin Tomentin Akumaribi. C'est le départ du choc des ambitions personnelles au sein de l'Union progressiste dahoméenne, qui vont conduire inéluctablement à l'éclatement de l'unité politique des évolués dahoméennes. En effet, la perspective de pouvoir occuper des postes électoraux va déclencher des ambitions frénétiques au sein de ce qui est en train de devenir la classe politique dahoméenne. Deux dates clés. Les élections législatives de 1951 et territoriales de 1952, avec la perspective de désigner 2 Dahoméens par un seul collège électoral. Les élections municipales et communales de 1955, avec la perspective de gestion municipale qui en découle. Le régionalisme et l'ethnocentrisme vont devenir des armes politiques pour la conquête du pouvoir. En effet, après la première salve de 1946 à Port-Nouveau,
grand groupe de militants soutenus par le député Apiti demande à Justin Thometin Aromadibé, régulièrement élu par les militants de l'UPD pour représenter Port-Novo, d'aller à Abomey pour se faire élire. Pour ce groupe, il fallait un fils authentique de Port-Novo pour représenter la ville. Pourtant, à Kandi, Michel Aromadibé de Port-Novo a été choisi par les populations de la région de Kandi pour les représenter à ce même conseil général. Il a même de Hockey à Seba, qui a été choisi pour représenter le nord du Dahomey au conseil général de la colonie. Ce qui est bon à Kandi n'est pas bon à Port-Novo. L'UPD, grave erreur politique, donne raison à Apiti et à son groupe et retire la candidature de Justin Thometin Aromadibé. C'est la première erreur politique de l'UPD. D'autres erreurs vont suivre. Pour les législatives de 1951, où il faut élire 2 députés, l'UPD, au vu de l'analyse politique du comportement du député Sourou Miga Apiti, son indiscipline à ne pas respecter les instructions du parti, ainsi que les consignes de vote, décide de le déclasser, le mettant en seconde position sur la liste, avec Émile Derlin-Zessou comme premier sur la liste. Apiti s'y oppose, se retire du parti pour constituer une liste distincte appelée liste Union française, où sur la liste, en seconde position, il met l'administrateur colonial français Édouard Denglas comme second. L'UPD en prend acte. Sollicité par les militants de la région nord du pays pour une liste comportant un candidat du sud et un candidat du nord, l'UPD refuse l'offre. Et ainsi est créé par les cadres du nord d'Aromé un regroupement appelé Groupement ethnique du Nord, qui va aux élections avec un seul candidat, Hubert Koutougou Maga. Seront alors élus députés du Dahomey, Sourou Miga Apiti et Hubert Koutougou Maga du Gène. L'UPD va progressivement se désagréger et disparaître du paysage politique. Et le multipartisme qui en résulte va évoluer vers le régionalisme et l'ethnocentrisme comme fondement. En 1955, seconde élection. Ces différents conflits se situent aux antipodes des revendications des masses populaires africaines et dahoméennes. Elles veulent l'amélioration de leurs conditions de vie, qui passe par l'accession à l'indépendance, leur donnant la possibilité de prendre la main de leur destin avec des leaders compétents et éclairés. Mais ceci ne constitue pas la préoccupation de la classe politique dahoméenne qui se met en place. C'est la satisfaction de leurs ambitions personnelles qui est la priorité. Et dans ce cadre, l'opportunité qui se présente, ce sont les élections communales et municipales de 1957. Chaque parti politique fournit ses armes. Ainsi, après son élection sur la liste Union française, Sourou Miga Apiti crée son parti, le Parti républicain du Dahomey. Le GEN, Groupement ethnique du Nord, devient d'abord Mouvement démocratique dahoméen, avant de devenir en août 1957 Rassemblement démocratique dahoméen, avec à sa tête Hubert Koutougou Maga. Le Bloc populaire africain de Émile Poisson et Justin Aromadibé reste et va devenir en 1956 Union démocratique dahoméenne. Les élections vont permettre à ces chefs de partis politiques de se faire élire maire. Ainsi, Apiti devient maire de Port-Novo. Aromadibé prend la tête de la ville d'Abomey. Émile Poisson, celle de Ouida. Hubert Maga, celle de Parakou. Gilbert Pako, celle de Koutougou. Les revendications des masses populaires africaines et celles des Dahoméens sont fort loin de ces préoccupations. Et leurs exigences jettent le désarroi dans la classe politique dahoméenne. Des hommes politiques qui ne se sont pas mêlés aux confrontations des ambitions s'organisent pour reprendre le flambeau d'une lutte saine et soucieuse des revendications des masses populaires. Mais là aussi, les idées se rattachent toujours à la volonté de rester dans le giron français. En effet, dit Émile Derlin-Zessou, je cite, notre objectif, nous l'avons depuis longtemps exprimé en clair,
une véritable autonomie interne. Fin de citation. Cela traduit le grand décalage entre cette classe politique et les masses populaires africaines, principalement daoméennes. Au sein de cette masse africaine, la révolte gronde. Certains au sein de la classe politique daoméenne en ont conscience et craignent d'être débordés. Ainsi, au cours des débats sur la loi cadre de 1956, c'est Paul Razoué, de la tribune de l'Assemblée de l'Union française, le 13 mars 1956, qui dit, je cite, « On perd tout à vouloir tout garder. Pourquoi s'obstiner à vouloir ignorer l'exemple de nos alliés britanniques qui savent qu'il faut savoir lâcher pour conserver? Pourquoi s'opposer avec tant d'acharnement à certains pouvoirs qu'on s'apprête à accorder au territoire d'outre-mer? Nous dirons à nos collègues que nos populations évoluent. Elles prennent de plus en plus conscience de leur potentiel et de leur personnalité. Aujourd'hui, elles demandent certaines réformes nécessaires. Si vous le leur refusez en bloc, demain, ils seront exigés. » Fin de citation. S'adressant à cette même tribune de l'Assemblée, le ministre de la France d'Outre-mer, quelques jours plus tard, exprime la même crainte. Je cite, « Il ne faut pas se laisser dévancer ou dominer par les événements pour ensuite céder aux revendications lorsqu'elles s'expriment sous une forme violente. Il importe au contraire de prendre en temps utile les dispositions qui permettent d'éviter les conflits graves. Les Africains sont toujours restés fidèles à la France. Il importe de le leur prouver et que leur loyalisme ne soit pas pénalisé. » Fin de citation. Nous avons donc deux personnalités qui semblent donner des leçons de politique générale à la métropole française. Qui va accepter en fin de compte la loi cadre, bien que la regarde. Et la loi cadre sera donc votée et va conférer de nouvelles responsabilités aux colonisés. La loi va procéder à des transferts de compétences plus conséquentes. À sa mise en œuvre en 1956-57, 3 partis politiques dominent la vie politique et correspondent à 3 régions du territoire national. C'est donc le triomphe du régionalisme et de l'ethnocentrisme comme fondement de la vie politique daoméenne. Nous sommes loin de la lutte pour l'autonomie et encore moins pour l'indépendance du Dahomey et des peuples africains de l'Empire colonial français. Il est en effet créé une assemblée territoriale remplaçant le Conseil général. De l'élection de ces membres devait sortir le premier conseil de gouvernement. Ce conseil est chargé, selon la loi, de la gestion des affaires territoriales. Les élections vont se dérouler le 31 mars 1957, au cours desquelles les différents partis vont se livrer une lutte sans merci. Ainsi, de 1957 à 1960, la vie politique au Dahomey va se résumer à un mouvement de balancier entre les partis politiques que sont le PRD, le RDD et l'UDD. À ce jeu, le RDD va jouer le rôle de troisième larron, courtisé par les 2 autres partis, et va finir par se retrouver à la tête du pays sans un programme précis et sans ligne d'orientation, où diriger les luttes du continent et du Dahomey. Dans ce contexte où les luttes des peuples africains, notamment le peuple algérien, qui va aboutir à une crise de régime en France avec le coup de force militaire d'Alger, et le général de Gaulle arrive au pouvoir. À son arrivée au pouvoir, donc en juin 1958, le général de Gaulle avait conscience de la nécessité d'apporter des changements dans la gestion des colonies françaises. Mais il hésite encore, car ces colonies constituent le fondement de la puissance française, ce qui lui permettait de tenir son rang de puissance dans le Conseil des grandes nations, des grandes puissances mondiales. Mais alors, que faire? Face à la volonté des masses populaires africaines d'aller à l'indépendance, De Gaulle va proposer à la classe politique africaine un nouveau type de relation défini dans la nouvelle constitution en cours de rédaction, la communauté franco-africaine. À savoir la transformation de chacune des colonies en république autonome avec le transfert de certaines compétences. Et pour faire aboutir cette proposition, il va faire procéder à un véritable chantage à la classe politique africaine.
vous suivez mes directives en votant oui au référendum du 28 septembre, où la France vous abandonne dans vos difficultés. Le congrès du Parti du regroupement africain, tenu à Cotonou, l'Africa, à la fin du mois de juillet 1958, vote pour l'indépendance immédiate des colonies françaises. En fait, ce sont la FIANF, l'UJAO et l'UGTAN qui sont à la manœuvre. Ils vont faire pression sur les partis territoriaux du PRA pour adopter le mot d'ordre de non au référendum et donc demander l'indépendance immédiate. Mais 2 mois plus tard, tous les leaders africains, notamment Dahomey, Apiti, Maka, Zissou et Akomadebe, à l'exception de la Guinée, vont voter et faire voter oui au référendum du 28 septembre 1958, qui maintient les peuples colonisés au sein de l'empire colonial français. Il est vrai que je mets Akomadebe à part parce que lui, dès le départ en 1958, il a déclaré « Je vote oui », disant « Nous ne savons même pas fabriquer une aiguille et nous voulons être indépendants ». Malgré donc le succès du référendum du 28 septembre 1958, De Gaulle prend conscience de la nécessité de jeter du lest pour sauver l'essentiel, à savoir sauvegarder la prééminence de la France dans sa colonie plutôt que de tout perdre face à la répression, à la volonté irrépressible des peuples africains d'aller à l'indépendance. Il faut parer à l'urgence pour ne pas assister à des proclamations unilatérales d'indépendance par les nouvelles républiques créées par la Constitution de la Ve République en France. Parce que chacun des pays, tout comme la Guinée, pouvait demander l'indépendance. Et le sort de la Guinée et du Ghana était l'exemple qui attirait les leaders de la classe politique. Ce qui va conduire aux indépendances concédées et consenties de 1960 des colonies françaises d'Afrique subsaharienne. Comme nous pouvons le voir, ce sont les masses populaires africaines appuyées par les mouvements étudiants et syndicaux qui ont opté pour l'indépendance, mais pas les leaders qui sont aux commandes dans ces différents territoires. Les tractations entre ces leaders sont nombreuses avec l'intervention de la France à tous les niveaux. Ces chefs de parti, devenus des hommes d'État, n'ont jamais voulu l'indépendance de leur pays. Ils ont toujours préféré vivre sous la coupe de la France, de la métropole française, en se déresponsabilisant. Ainsi, Apiti et Maka, tous membres du Parti du regroupement africain qui a décidé de l'indépendance immédiate, vont tous les 2 mois plus tard, appeler à voter oui au référendum du 28 septembre 1958. Peut-on raisonnablement alors continuer à appeler Hubert Koutougou-Maka, père de l'indépendance du Dahomey? Cette interrogation qui interpelle les premiers chefs d'État de nos différents pays devenus indépendants va favoriser le développement du mythe du général de Gaulle comme père des indépendances africaines. Ces indépendances, concédées par nos colonisateurs pour mieux se maintenir, ont permis à nos différentes classes politiques d'atteindre leurs objectifs, à savoir s'asseoir à la même table que le colonisateur et participer à la gestion des affaires du territoire. Eux ont donc atteint leurs objectifs. Il reste aux masses populaires africaines et dahoméennes en particulier de continuer la lutte pour se libérer vraiment de la dépendance et amorcer le véritable développement. Et ceci est une autre histoire.